musée actuel. Voilà. Bon, c'est ce qu'on appelle le recyclage, hein, bien entendu. Alors, les extases, c'était resté dans la tête d'Ernest. Il me disait, je veux faire un truc sur les extases, sur les grandes mystiques. Et en effet, il a lu beaucoup sur les mystiques, et vous avez là toute une série de mystiques. Alors, je ne les reconnais pas toutes, d'ailleurs, comment les reconnaître ça dépend de la bonne volonté d'Ernest, comment il les a imaginés, bien entendu. Je peux vous dire quand même qu'à droite, c'est Marie-Madeleine, que celle qui est la seconde à partir de la gauche, c'est Sainte-Thérèse, c'est ma préférée. Je suppose que vous avez tous lu les œuvres de Sainte-Thérèse d'Avila, en particulier ses poésies. C'est absolument fabuleux, c'est vraiment de la très très grande poésie. Vous devriez le faire. Voilà. Alors, il y a Hildegarde de Bingen, enfin c'est toutes dans l'ordre d'entrée en scène, si j'ose dire. Marie-Madeleine, bien entendu, c'est la première. Ensuite, Hildegarde de Bingen, qui vit à la fin au début disons les dates, 1098-1179. Ensuite, Angèle de Foligno, Angela di Foligno, 1248-1309. Ensuite, Catherine de Sienne. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai montré une œuvre de Fra Angelico, vous disant, attention, habituellement on dit que cette dame en bas, au pied du Christ, c'est la Vierge. C'est pas la Vierge du tout, c'est Catherine de Sienne. C'est la grande sainte dominicaine, justement, qui avait des extases. Donc Catherine de Sienne, 1347-1380, elle n'a pas vécu beaucoup. Thérèse d'Avila, 1515-1582. Marie de l'Incarnation, 1599-1672. Madame Guyon, la grande française, 1648. Madame, entre guillemets, elle s'appelait de la Motte, Guyon, etc. Enfin bon. 1648-1705. C'était une époque d'ailleurs où il y avait beaucoup d'agités, notamment il y avait eu les convulsionnaires de Saint-Médard, etc. Voilà, c'est la liste complète de celles que Ernest a représentées là. Alors je ne sais pas si dans sa tête il y avait d'autres femmes extatiques, il faudrait que je lui demande, et que je lui demande d'ailleurs des détails sur l'opération. Enfin, en 2009, je crois que c'est la dernière que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est un parcours Mahmoud Darwish, ou Darwish, enfin je ne sais pas comment on prononce, Darwish sans doute, Mahmoud Darwish, ça date de 2009 et c'est à Ramallah, c'est-à-dire que les collages d'Ernest. Alors vous voyez la proximité, là encore, et on pourrait là aussi tricoter entre la représentation d'Odin à Alger et la représentation de Darwish à Ramallah. Les situations sont différentes, sont différentes et ne sont pas différentes. C'est ça le problème, c'est d'arriver à... Vous voyez, c'est comme le poète qui tend la main à l'autre, là, ou vers l'autre, c'est comme ça, c'est pas du gros enchevêtrement, c'est des trucs extrêmement subtils. C'est-à-dire que, bon, Ramallah, vous voyez ce qu'il en reste, bien entendu. Le poète, lui, ami d'Ernest, était allé le voir dans son atelier. Ils ont dit, on se voit en 2009 et on se rencontre à Ramallah. Et puis, eh bien, malheureusement, le poète est mort dans l'intervalle, mais Ernest y est allé quand même, et je dirais d'autant plus, il est allé dans les rues de Ramallah pour coller ses affiches. Alors vous voyez le rapport qu'il y a tout de même entre une guerre coloniale, post-coloniale, et une situation, bon, je ne veux choquer personne,
mais qui est une situation quand même qui n'est pas sans ressemblance, disons pour le moins. Le poète n'est pas mort, mais quand même il y a quelque chose du martyrologue dans cette affaire-là. Ce que je voulais vous montrer, c'est que comme à Naples, hein, et comme à Alger, les gens s'installent. À Alger, et à Durban, vous avez des dames qui, au pied des représentations, vendent des godasses, en tas. À Durban, c'était des godasses, vous savez, fabriquées avec des pneus. Vous ne l'avez pas vu, cette image, je ne l'ai pas montrée, mais il y avait une dame qui vendait des chaussures fabriquées avec des morceaux de pneus. Il y en avait un amoncellement. Et là, vous voyez donc cette dame est exactement dans la même position que celle que j'évoque, et sans doute dans les mêmes positions des dames à Alger qui ont intégré cette réalité passée à leur quotidien. Et voilà Ernest qui est en train de coller. Voilà. Alors, je reviens en arrière. Oh là là, mais je suis extrêmement en avance. Je vais faire très vite, malgré tout. Je ne vous raconte pas toute l'histoire, mais elle est assez complexe, là aussi. Parce que quand on dit, Ernest a collé, pour l'anniversaire de la commune, les corps des communards sur le pavé, là où ils ont été abattus. Mais, et d'ailleurs, quelquefois, dans des carrefours, où ils étaient nombreux, et nombreux à être tués. Donc des amoncellements, comme ça, de ce qu'il appelle des gisants. Et vous savez ce qu'un gisant évoque, bien entendu. Donc il y a quelque chose de commémoratif. C'est un gisant, mais un gisant à la mode d'Ernest, à la mode populaire. C'est-à-dire c'est pas un gisant en pierre, c'est un gisant en papier, et en encre, en quelque sorte, hein, l'encre, bien entendu, de l'image. Et puis, ça vient trop tôt, ça. Ça vient trop tôt. Oui, je vous ai dit que j'ai eu des ennuis avec mon ordinateur. Et là, vous voyez encore des corps. Mais ces corps-là, ils sont sur les marches d'une station de métro. Et je suppose que vous avez à peu près compris, c'est sur les marches de la station Charonne. Hein, la station Charonne, où il y a eu des tués, des militants, il y a eu 8 manifestants communistes qui ont été tués dans cette bouche de métro, dont des très jeunes, si vous voulez, une quinzaine d'années, et qui sont morts étouffés contre les grilles du métro Charonne, pendant que les forces de l'ordre, comme on dit, leur balançaient des grilles d'arbres dessus. Il y a eu aussi 150 blessés. Alors, c'est toujours la même histoire. On réagit quand c'est un petit peu tard. Il y a eu une manifestation énorme qui a rassemblé, je crois, quelque chose comme 1 million de personnes aux obsèques des morts. Et on s'est décidé, quand je dis on, c'est avec un O majuscule, à faire accélérer les négociations avec le FLN, et les accords d'Évian ont été conclus le 18 mars 1962. Les obsèques, donc, c'était en 61. Je sais qu'étant soldat, on était consigné parce qu'on avait peur qu'avec ces obsèques, comme souvent, il y ait des troubles. Donc on était, comme on dit, sur le pied de guerre. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire... c'est un petit peu dommage, là, parce que il y a une image que je vous ai montrée, est-ce que je vais la retrouver? Parce que le truc est éteint, là. Bon, tant pis, un peu de patience. Voilà. La première histoire, la première image que je vous ai montrée,
donc image de la commune, c'est sur les marches du Sacré-Cœur. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, donc je vous ai dit, il y en avait à Montmartre. Montmartre, c'est le mont des martyrs. Hein. Montmartre, ça veut dire mont des martyrs. Pourquoi mont des martyrs? Parce que c'est là qu'aurait été exécuté Saint-Denis, hein. Saint-Denis, le patron de Paris d'ailleurs, et grâce auquel la ville de Saint-Denis, l'abbaye de Saint-Denis, etc. Donc le mont des martyrs, il y avait une abbaye bénédictine, et c'était un lieu de pèlerinage. Depuis Jeanne d'Arc, c'était un lieu de pèlerinage, figurez-vous. Je ne sais pas si vous avez vu hier, on a diffusé la Passion de Jeanne d'Arc de Dreyer, sur une chaîne câblée, bien entendu, parce que c'est trop beau pour lieu, voilà, pour les heures de grande écoute des chaînes nationales. La Passion de Jeanne d'Arc, ça n'a pas l'air de passionner d'autres gens que la pauvre Jeanne d'Arc elle-même. Jusqu'à Ignace de Loyola. Vous savez que Ignace de Loyola, il avait eu une jeunesse un peu olé olé, comme Saint-Augustin, comme des tas de gens qui se repentent à un moment donné. Et c'est là qu'il a fondé la Compagnie de Jésus. C'est à Montmartre. Vous voyez ? L'abbaye bénédictine a été détruite sous la Révolution. Et les religieuses guillotinées. À ce moment-là, on ne plaisantait pas, n'est-ce pas? Alors, il est écrit, il y a un article qui a été écrit aux alentours de 70. Marie-Louise de Montmorency-Laval monte sur l'échafaud le 24 juillet 1794 et son sang permet la miraculeuse résurrection de la vie religieuse qui s'opérera 80 ans plus tard sur la butte sacrée. Vous voyez qu'elle a mis du temps pour s'opérer, mais enfin, mieux vaut tard que jamais. Et pourquoi elle a mis du temps pour s'opérer? C'est que parce qu'il y a eu la guerre de 14, il y a eu la guerre de 70, il y a eu surtout ce désastre qu'a été la commune insurrectionnelle de Paris. Entre la commune et la guerre de 70, mais le concile qui se déroulait à Rome à ce moment-là s'est interrompu. Vous voyez, ça a fait des vagues quand même l'histoire de la commune. Il n'y a pas simplement que Marx qui en a tiré sa substantifique moelle écrivaine et théorique. Mais il y a aussi la papauté qui a dû singulièrement être un peu ébranlée. Voilà, on a eu la trouille comme on a pu quelquefois la voir en 68. Alors, en 70, il y a des braves gens qui ont dit on va faire quelque chose. Alors, la démarche, c'est écrit, ça date de 70, de messieurs Alexandre le Gentil et Hubert Rohaut de Fleury est spirituelle, cette blague. Ils font vœu de construire une église consacrée au Sacré-Cœur de Jésus qui s'opérera en pénitence, en réparation et en pénitence pour les fautes commises. C'est la commune, ça. Hein? Voilà. Car pour eux, les malheurs de la France proviennent de causes spirituelles plutôt que politiques. C'est-à-dire que les spirituels entraînent les politiques, en quelque sorte. Voilà. Alors, en 1872, le cardinal Guibert, archevêque de Paris, approuve le vœu, choisit Montmartre. Fin 1873, il obtient de l'Assemblée nationale une loi qui déclare d'utilité publique et qui finance une partie des travaux. Il y a des dons dans toute la France et on érige le Sacré-Cœur qui sera consacré en 1919. Admirez la datation. À ce moment-là, il y a une bombe, vous pourrez aller au Sacré-Cœur, si le cœur vous en dit, qui est tombée sur le Sacré-Cœur et qui, miraculeusement, n'a blessé absolument personne. C'est passé par le toit, a dû exploser à l'intérieur du Sacré-Cœur, et ça s'est passé, Dieu merci d'ailleurs, c'est le cas de le dire, comme ça. Donc, si vous voulez, ce qu'a fait Ernest, c'est lié tout ça. Il a lié l'histoire de la commune,
l'histoire du Sacré-Cœur avec les morts de la commune qui ont été achevés, fusillés sur les marges du Sacré-Cœur, en même temps que dans les autres lieux parisiens, comme je vous ai dit, le Père-Lachaise, etc., etc. Alors, je vais revenir plus loin. Vous voyez, aucun aperçu est disponible. Pourquoi il me dit ça, celui-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça vous donne l'occasion de revoir ces images, malgré tout, qui valent le coup. Vous lui direz à Ernest, si vous le voyez, que j'ai taxé celle-là de images qui valaient le coup. Voilà, alors celle-là, bien entendu. Pour la fête de l'UMA en 2004, Ernest a fait le portrait de Jean Ferrat. Vous avez vu qu'il y a un collage sur le collage avec un ombrage, une ombre portée, hein, et qui porte une dédicace de Jean Ferrat, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche, etc. Vous avez reconnu, bien entendu, de quel journal il s'agit. Donc, Ferrat, Fête de l'Humanité, 2004. Alors, voilà les... Et voilà, donc nous voilà revenus en 2012, c'est-à-dire un colloque sur le 50e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. Je vous ai dit qu'on était en pleine actualité et en actualité locale à cause de l'exposition d'à côté, et cette affiche a été réalisée, comme vous le voyez, vous reconnaissez son écriture, par Ernest Pignon-Ernest. Voilà, alors je vous laisse la fin de côté. C'était une conclusion. Avons-nous besoin de conclusion? Certes non. Peut-être que vous allez l'apporter vous-même. Si, je voulais quand même dire une chose. Ah si, c'est que... si, quand même. Toujours ce hasard malin et objectif. Vous voyez que ce colloque, il s'est déroulé à Nice. C'est trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Et alors, il y a une chose que je voulais vous dire, un petit truc quand même, une petite pointe théorique. Depuis, disons, une bonne quinzaine d'années, il est devenu très mode, si vous voulez, de citer Walter Benjamin. Même dans une discipline aussi conservatrice, je dirais même réactionnaire, pour employer un mot qui est un peu usé, disons conservatrice, que l'histoire de l'art. Même dans cette discipline, il est de très bon ton de citer Walter Benjamin. Et en particulier, une citation de Benjamin qui concerne l'aura, c'est-à-dire l'œuvre d'art à l'époque de sa reproduction multiple. Mais je trouve ça étonnant, d'une part, que ce soit mis entre les mains de gens, encore une fois, qui ont un discours qui est franchement conservateur, sur toutes les œuvres d'art d'ailleurs. On peut avoir un discours réac, que ce soit sur la préhistoire ou sur l'art d'aujourd'hui. Ça l'idéologie, c'est l'idéologie. Or, ce que je dis, moi, c'est que Walter Benjamin est mort en 1940. C'est étonnant que Ernest n'ait rien fait. Il faudrait que je lui dise qu'il fasse un truc sur Benjamin. En 40, et vous savez qu'il s'est suicidé. Hein. Or, cette perte de l'aura dont parle Benjamin, moi je ne suis pas d'accord du tout. Mais ce n'est pas du tout que je m'inscris en faux contre Walter Benjamin. Je dirais, qui suis-je pour critiquer comme ça Walter Benjamin? Et tout simplement parce que l'histoire est l'histoire. Et qu'en 1940, Benjamin ne pouvait pas savoir, même s'il prévoyait que la photographie allait changer bien des choses en art, mais il ne pouvait pas prévoir ce qu'allait faire Ernest Pignon-Ernest. Or, moi, ce que je dis à propos d'Ernest Pignon-Ernest, c'est que le multiple en art, non seulement il ne conduit pas à la fin
de l'aura en art, mais qu'il en est au contraire la condition nécessaire et suffisante. Et voilà, je finirai là-dessus. Merci. Je vous en prie. Donc, si vous avez des questions à me poser, on a encore 3 minutes, non 8, puisqu'on a commencé un peu en retard, mais on peut rester, hein, si... c'est comme vous voulez. Il y a un micro... Personne? Éventuellement, mais sans micro, non. Je me demandais que je connais la galerie Le Long, un peu oui. plus, et Oui. voilà. Donc là, on voit des choses qu'on peut acheter, Oui. mais au niveau des droits d'auteur, ces interventions-là, lui rapportent quoi? Rien. Donc il vit de quoi? Eh ben, désolé de demander ça, mais... Eh ben, il vit maintenant des œuvres que vend la galerie Le Long. Et si vous avez consulté... Avenue Matignon, à côté de si vous avez consulté les sites, et en particulier le site de la galerie, vous verrez que d'abord, pour de nombreuses œuvres, ou d'autres sites, en gros, de vente d'œuvres, les sites ne sont pas... les œuvres, on ne donne pas le prix. De nombreuses œuvres sont données sans prix. Et d'autres, il y a le prix. Et je peux vous dire que les prix d'une œuvre petite, estampe, plus une photographie, c'est quand même cher. Hein. C'est quand même très cher. Ah, c'est très cher. C'est très cher. Très cher. Par rapport à M. Poirot, bien sûr. Par rapport à une œuvre de Ernest, les œuvres, comment la cote, c'est le marché qui l'a fait. Mais je peux vous dire que Ernest vit de manière très convenable. Et pendant longtemps, non. Il a continué longtemps à avoir un emploi pour pouvoir vivre. Et d'ailleurs, je peux vous dire une chose, enfin, j'ai beaucoup de... Franchement, non seulement j'ai beaucoup d'amitié, et bon, ça c'est une chose privée, disons, mais j'ai une estime absolument totale vis-à-vis de ce monsieur, si vous voulez, qui n'est absolument pas attiré ni par le fric, ni par les honneurs, ni quoi que ce soit. Je me souviens qu'une fois, je lui avais dit, je l'avais convié, je le conviais souvent à faire des trucs. Je veux dire qu'avec moi, il a toujours été extrêmement gentil. Je l'ai invité dans les séminaires à Nanterre, il est venu à des séminaires que j'ai faits à l'Arbrel, il est venu, etc. Et même d'autres occasions, il est venu, et même dans les poids perdus. Et c'est adorable, c'est un petit adorable. Il traite d'une grande gentillesse. Mais une fois, je lui ai dit, écoute, là, tu devrais le faire, si tu fais ça. Alors il me dit, moi, je travaille à mon rythme aussi, je ne peux pas faire quelque chose pour un but ou selon un projet préétabli. Alors, il me faut beaucoup de temps. Alors je lui dis, tu sais, c'est une opération importante parce que cette exposition, après, elle va être montrée à l'UNESCO, elle va voyager, elle va être à Paris et elle va aller aux États-Unis. Et il m'a répondu, je m'en fous complètement. Et je me suis senti mal, hein, d'avoir essayé d'une certaine manière de l'attirer par un moyen que j'ai jugé après inadapté, hein, presque obscène. Et ça m'a fait faire des progrès que vous imaginez de tout point de vue. Donc voilà, ça c'est Ernest. Et il est capable donc de se dévouer pour des causes, comme vous le voyez ici. Mais la plupart du temps, là, il agit de manière complètement anonyme. Hein. Les gens se réveillent le matin avec des collages d'Ernest dans la vie. Bon, maintenant, il en fait peut-être un peu moins. Plus âgé qu'il y a 30 ans ou 40 ans, sans doute. Enfin, 70 ans, c'est pas très
C'est. Moi, je lui parle de Benjamin. Dans la période qu'on traverse, il y a de quoi faire. Hein. La matière première. Oui, tout à fait. Je suis heureux de vous entendre parler comme ça d'Ernest parce que je connais Ernest. Je le connais par l'intermédiaire du beau poster de Jean, parce que je connaissais bien Jean. Et Ernest, c'est la même trempe que Jean. Oui, tout à fait. Aimé, humble, une gentillesse. Tout à fait. Et pas du tout. Monsieur parle qu'il pourrait avoir de quoi faire avec les événements. Jean pouvait aussi faire beaucoup de choses avec les événements, mais il y a des choses qui ne sortiront pas. Il y a justement des petites associations qu'on peut faire nous-mêmes. À l'exemple d'Ernest, c'est justement entre Ferrat et Pignon Ernest. Il y a vraiment une grande... J'essaie de faire venir à Bagneux une exposition sur Jean qui s'appelle Jean des Ancres, Jean des Sources. Et si j'arrive à la faire venir, je pense qu'il y aura Ernest. Ah bah, sans doute, oui. Vous lui en avez parlé, Ernest? Non. Je l'ai vu il y a un petit moment. Je le voyais souvent au Forum des Ferret pour venir voir chanter un parti volontairement qui s'appelle La Presse. Oui. Je connais aussi Guy Thomas. Il en parle d'ailleurs. Ernest fait souvent des couvertures pour les bouquins de Guy Thomas. Oui, il en a fait une pour ma revue. Et puis pour vous, donc. Enfin, il l'a passé, quoi. Non, mais bon, là, c'était l'atelier à la ruche. Oui. Sans ça, Ah non, l'atelier, la photo que j'ai prise. Oui. Non, c'est à Ivry, c'est dans son atelier d'Ivry. Jean habitait derrière. Hein. Non, mais c'est un type vachement. Oui, c'est très tendre, c'est un type tendre, je dirais. Il est venu à Bagneux à la Maison des Arts pour une mission, une expo qui était sur Dirosa. Ah oui, parce que c'est un copain de Dirosa, bien sûr, c'est tout. Tout ça, vous savez, Lelon, c'est un copain à Jean. Ernest fait partie des amis de Dumas, pour dire. Oui, je sais bien. C'est un compagnon de route. Je sais bien, Jean, je sais bien. Bon, Il a été au parti. Il y a longtemps. Enfin, ça n'empêche pas de s'imposer, la preuve. Et il va souvent à la fête de l'UMA, de toute façon. moi, j'y étais. Et d'ailleurs, là, il était à côté de Ferrat quand il est en Grèce. Mais il est magnifique, ce portrait. On arrive à transmettre des qualités, vous voyez, de sensibilité. Enfin, bon, c'est pas à moi de dire ça, chacun le ressent comme il le ressent. Mais on a l'impression véritablement d'avoir une... Rimbaud qui est sur l'affiche. Ouais. Il a sa veste sur l'épaule. Ouais. Ernest m'a dit quand j'ai vu Jean arriver dans l'atelier avec sa veste sur l'épaule. Vous voyez ? Et c'est là qu'après il a fait le... J'ai quelque chose à vous dire à propos de l'image de Rimbaud. Donc Rimbaud, c'est Rimbaud 68 art, hein, avec sa veste sur l'épaule et en jean. Or, il y a des tas de gens qui ne se sont jamais aperçus que Rimbaud, là-dessus, était en jean. Et que c'était une interprétation modernisée de Rimbaud. Ils s'en sont pas aperçus. Tellement, si vous voulez, ça colle, cette image de Rimbaud. Et cette image, d'ailleurs, elle a fait la couverture de tas de bouquins sur Rimbaud, sur la poésie, etc. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Bien, bah écoutez, s'il n'y a plus de questions, eh bien, à quelques jours, sait-on jamais. Si vous avez, je l'ai déjà dit, des commentaires à faire qui vous viendraient, etc., ou même des ratas, enfin des critiques, hein, même, c'est toujours éclairant,
vous passez par les dames, par Michel. Bonsoir, messieurs, dames. Au revoir. À bientôt. Merci, Bonsoir madame, bonsoir. Bonsoir. Attendez, excusez-moi, mais elle a fait une seule. Alors, à bientôt. Dès qu'il y a des choses à voir. Mathurin, je monte à la ville parce qu'il y a peut-être un